Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Life is Smart. C'est le premier rendez-vous audiovisuel dédié au business du divertissement. Qu'est-ce qu'on entend par divertissement? Tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous met en joie. La littérature, le cinéma, le théâtre, le spectacle vivant, la chanson, la gastronomie. Tous nos invités, vous les connaissez, mais jamais probablement vous ne les aurez entendus comme ici. Vous racontez les coulisses de la réussite qu'ils traversent grâce à leurs arts. Avec nous, deux invités qui ne vont pas déroger à la règle. Angelo Gopé, vous allez nous les présenter. Vous êtes le patron de Live Nation France, le plus grand producteur et organisateur de spectacles. Qui sont nos invités aujourd'hui? Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, nous avons la chance, je veux dire, et le plaisir d'accueillir deux icônes. Deux icônes, et je pèse mes mots. Ce sont deux invités qui ont bouleversé les codes depuis quelques années et qui sont devenus de véritables modèles pour la jeunesse. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Hortin, créatrice du compte Instagram Amour Solitaire, qui est devenue pour tous les gens un puits sans fond d'inspiration, qui a inspiré également une série qui a été diffusée sur Arte en 2020. Et tu viens d'écrire un troisième livre qui est dédié au secret. Morgane, bonjour. Bonjour Angelo. Comment vas-tu? Eh bien ça va très bien, ravie de pouvoir venir parler avec vous de tout ça aujourd'hui. Et on va partager un peu cet instant avec tout ce que tu fais. Tu es quelqu'un d'incroyable, tu es une militante, tu es passionnée et tu as apporté grâce à ce compte pas mal de choses aux gens. Parce que moi, je vois des gens autour de moi qui le lisent et c'est pas seulement de l'amour, c'est de la passion, tu fais rêver, parce que tu vas expliquer un peu par quoi ça a commencé. Mais bon, en tout cas, merci d'être là et merci d'avoir accepté l'invitation. Notre deuxième invité, Bilal. Alors, auteur, compositeur, interprète, influenceur, qui est également une source d'inspiration pour pas mal de jeunes. Il a fait, alors je veux dire, le grand écart, parce qu'il y a eu Danse avec les stars et The Voice, mais je pense qu'aujourd'hui, tu as un parcours qui est remarquable. Encore une fois, comme Morgane, tu es une source d'inspiration. Je pense qu'on va en parler après. Tu as été audacieux, tu es intègre, ambitieux et Bilal. Merci beaucoup Angelo et merci Valérie de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai vachement hâte de pouvoir discuter un petit peu du parcours et d'à quoi toute cette jolie carrière sert aussi pour les autres, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ces beaux métiers et ces beaux projets. Alors justement, peut-être la première question, c'est quel est votre métier? Qu'est-ce que vous dites en premier? Parce que vous avez évidemment un point de départ qu'on va re-raconter, mais vous faites tellement de choses que moi-même, je ne sais plus. Alors généralement, je me présente et je dis bonjour, je m'appelle Bilal Hassani, j'ai 22 ans et je suis chanteur. Moi, c'est ma passion première. J'ai commencé au conservatoire, ça a toujours été la musique qui m'a fait vibrer. C'est une passion, on va dire, viscérale pour moi d'être une pop star. C'est le grand mot que j'aime utiliser. Maintenant, voilà, j'ai plusieurs facettes. Vous avez plein d'autres métiers désormais. Plusieurs métiers. Je suis aussi producteur. J'ai mon label que ma maman dirige. J'en suis la tête, on va dire. Il y a aussi l'influence, parce que j'ai été youtubeur pendant quelques années et je travaille encore dans le métier de l'influence sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, multifacette. Morgane, à cette même question, quel est votre métier? Ma réponse, elle est toujours très compliquée et c'est une réponse que j'ai eu du mal à trouver. Aujourd'hui, je dirais que je suis autrice et archiviste de l'amour et de l'intime, plus globalement. Mais c'est un Parce peu que c'est le fil conducteur quoi. de tous vos ouvrages aujourd'hui, du compte Instagram aussi. Je considère aujourd'hui que mon métier, c'est de tenir les archives nationales de l'amour. Donc, je reçois chaque jour des centaines et des centaines de messages d'amour écrits en français partout au travers du monde. Et mon métier, c'est de vraiment... J'ai des grandes galeries digitales de messages d'amour remplies par presque 1 million de personnes aujourd'hui. Donc, je fais un métier d'archiviste. J'écris aussi, mais la base de mon métier, c'est de l'archivage. En dehors de ça, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, en dehors de l'archive, les gens attendent tes messages tous les jours. Parce que ça leur donne une humeur, ça leur donne une tendance, c'est rassurant, c'est parfois c'est exaltant. Et c'est pas que de l'archivage, tu as quand même fait... Je dis que c'est un puits d'inspiration. C'est qu'il y a plein de gens qui sont retrouvés quand même dans ton compte. Ça va au-delà même de ce que tu fais en archivage. Bien sûr, parce qu'il y a une volonté de partager et de donner à lire à aussi presque 1 million de personnes. Donc, c'est un projet qui est nourri et qui est retransmis par la suite à beaucoup de personnes. Et je crois qu'il véhicule plein de valeurs et de choses dont on a besoin cruellement aujourd'hui, qui sont des valeurs très simples comme de la tolérance, du respect, de la bienveillance. Et
je crois que c'est important dans notre ère très digitale. Alors du coup, Bilal, c'est toi aussi. Ce que tu véhicules, c'est la bienveillance, tu es un modèle, vous êtes tous les deux des sources d'inspiration. Comment tu arrives à allier justement ce côté inspiration avec le business? Puisque c'est aussi, il faut comme l'avouer, c'est quand même du business. À quel moment ça devient du business? À quel moment tu es dans ce que tu aimes faire toi? Moi, je suis toujours dans ce que j'aime faire. Alors, la chose assez marrante à savoir, c'est que tout ce qui est foncièrement lié au business ne me concerne pas trop et j'aime pas laisser ces choses-là trop interférer avec moi. Dans le sens où bâtir quelque chose, une entreprise, un empire, etc., c'est quelque chose que j'adore faire. En revanche, je pense qu'il y a une ligne à ne pas franchir pour le créatif. Et c'est toujours le conseil que je donne aux artistes et aux créatifs qui ont envie de se lancer dans des business, c'est de quand même essayer de se faire accompagner ou d'être entouré avec des personnes qui sont vraiment forgées dans le business pour que moi je puisse vraiment me focaliser sur, du coup, envoyer de l'amour, être inspirant, me concentrer sur qu'est-ce que je vais dire dans mes chansons pour toucher les gens. Et puis ensuite, si un jour, admettons, une marque va venir nous contacter et dire, voilà, on aime le message de Bilal, on aimerait le faire véhiculer à travers notre nouvelle campagne ou notre nouveau produit, et bien moi, je vais travailler vraiment hargneusement avec eux sur tout le projet pour le mettre en place. Et quand vient le côté vraiment business de la chose, ma maman intervient. Mais du coup, on n'a pas été, dans la vie, tous, on n'a pas été formés à ça. Comment tu arrives à travailler, à avoir cette multicasquette dans tous ces domaines? C'est de la passion avant tout? Alors, ça a toujours été. Alors, ma passion a toujours été pour la musique. Donc, moi, c'était mes premières introductions à ce métier. C'était d'abord le conservatoire, puis l'AID, qui était une formation que j'ai faite à Paris de comédie musicale, où du coup, j'étais en horaire aménagé. J'allais à l'école le matin, je faisais ça l'après-midi. On est aussi dans une ère digitale où l'accès est beaucoup plus facile. On peut se documenter plus facilement. Moi, j'ai pu commencer à faire des prods, donc des instrumentales pour poser mes compositions quand j'avais entre 14 et 16 ans, parce que aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque où il fallait qu'on Vous pouvez le dire à notre époque. Non, mais il y a encore 10-15 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Et je le constate déjà avec ceux qui ont juste 2-3 ans de moins que moi. Ils ont 10 ans de plus, ils apprennent plus vite parce que voilà, l'accès est plus facile. Maintenant, oui, il a fallu apprendre comment créer un engagement, donc une fanbase sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était beaucoup plus organique et c'était au jour le jour. Après, voilà, c'est un truc où tu es un peu ton propre boss. Donc, personne te demande de faire quoi que ce soit et c'est juste la volonté, quoi. Et donc, il faut vraiment la garder tout le temps. Et c'est ce que je faisais tous les jours depuis que j'ai 14 ans. La volonté et l'entourage, vous l'avez dit, vous êtes entouré de votre maman. Ça a été tout de suite l'idée, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas vous entourer d'autres personnes que ça? Parce qu'on sait à quel point c'est crucial. Hein. Ma mère m'a mis au conservatoire la première et je sais que la relation professionnelle qu'on allait avoir allait être très saine, car quand j'avais 9 ans, on sort alors on avait joué Les Songes d'une nuit d'été de Shakespeare avec la troupe adulte. Moi, j'étais le seul enfant dans la troupe. Et il y avait plein d'agents qui étaient venus nous contacter pour qu'on signe des choses, des trucs, des machins. Et ma mère, elle avait tout stoppé. Elle avait dit, oh là là là, mon enfant doit rester un enfant et il doit vivre sa vie d'enfant. Donc à partir de ce moment-là, je sais que dans son intention, elle n'allait pas me pousser vers certaines choses et que ça allait être très sain. Elle m'a accompagné dans tout. On a vécu des choses très compliquées, des choses beaucoup plus... voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus glorieux et je voulais pas lui faire vivre que, tu sais, l'ascension un petit peu complexe et puis après lui dire, allez, maintenant que je suis arrivée, je vais aller prendre un de ces grands managers. Et puis maintenant, c'est une des meilleures, même dans le métier, elle est assez reconnue, donc ça, c'est très, très cool. Morgane, la même question de l'entourage, parce qu'elle se pose forcément. 2017, c'est le démarrage d'Amour solitaire, pas forcément programmé pour vivre tout ce qui va suivre et cette formidable réussite. Justement, comment est-ce que j'imagine, vous avez avancé toute seule et pas après pas, mais comment vous êtes entourée ? Alors déjà, moi, il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai passé mon temps à courir après Amour solitaire. C'est-à-dire que
ça a pris une importance que j'avais pas prévue, qui était même pas voulue et qui n'était pas maîtrisée. Donc la première... Le compte Instagram, d'abord, le 2017. compte Instagram, tout à fait. Donc la première année et demie, je courais juste derrière le projet en disant « Oh mon Dieu, ça grandit si vite, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que les gens attendent ?» Et c'était très stimulant. Et j'avais d'abord l'impression que c'était vraiment mon petit bébé qu'il fallait que je conserve et que personne ne pourrait jamais rentrer dans le projet avec moi parce que j'avais l'impression que c'était tellement confidentiel et tellement intime. Sauf que cette impression s'est vite érodée parce que le projet est devenu très très grand. Et quand mon premier livre est sorti, je crois que j'étais paniquée en fait, parce que j'ai eu beaucoup d'expositions médiatiques tout à coup, beaucoup de sollicitations. Et moi, je suis quelqu'un qui déteste dire non, je ne sais pas le faire. Et donc, c'était très compliqué parce que on me proposait plein de choses que je n'avais pas envie de faire et je ne savais pas comment dire non. Et à ce moment-là, j'ai senti que c'était très important d'être entourée parce que c'est comme ça que le projet allait grandir, que c'est comme ça que de toute façon, je conçois la vie, même dans son sens politique. Moi, j'ai envie d'être en communauté, j'ai envie de travailler avec des gens, j'ai envie qu'on soit tous ensemble. Et donc, aujourd'hui, je travaille avec mon manager qui s'appelle Svet et qui est un de mes meilleurs amis aussi. Et je pense qu'on se rejoint. Je crois que c'est important de travailler avec des gens qui nous sont proches, pas seulement des gens très professionnels, mais des gens avec qui on a des relations humaine très très forte. Surtout dans le management, Exactement, dans tous nos détails. Et à la base, il m'avait dit, si tu veux, je peux juste dire non à ce que tu ne veux pas faire. On peut commencer simplement comme ça, parce qu'il a senti que j'avais un peu peur de laisser beaucoup le bébé dans les bras de quelqu'un d'autre. Et maintenant, on travaille sur absolument tout ensemble. Et à terme, moi, j'aimerais qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent sur Amour Solitaire. J'aimerais qu'il y ait des gens dans des langues étrangères qui travaillent chez Amour Solitaire. Donc, je pense que s'entourer, c'est nécessaire et ça permet de faire grandir le projet. Et c'est une autre démarche que d'arriver à dire, voilà, maintenant, j'ai créé un concept et je crois que je suis assez sûre de moi et assez sûre dans les valeurs que j'ai envie de transmettre pour savoir que je peux déléguer et que c'est délégable. Mais ça s'apprend. Oh oui, c'est du lâcher-prise. Comme tout dans la vie, ça s'apprend fort. Partir en live? Ah bah ok, alors partons en live. Petite interview du tac au tac. Évidemment, vous avez le droit de partir en live. Petite série de questions pour mieux apprendre à vous connaître. L'idée, c'est de répondre plutôt rapidement. D'accord. Si on peut, après on peut. On va commencer par Morgane. Morgane, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'avoir commencé? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer? Qu'être une femme, ça allait être compliqué, mais qu'il ne fallait pas baisser les bras. C'est valable pour tous les domaines. Bilal, quelles sont, selon vous, les 3 qualités nécessaires pour réussir? Alors, je dirais la singularité, l'audace et la rigueur. Voilà. Pas mal. Pas mal, ouais. On n'est pas... Tout le monde acquiesce. Alors Morgane, un coup de blues, un coup de mou, qu'est-ce qui te remet en selle? Un film, un gâteau, un endroit, un voyage? Une salade de fruits et promener mon chien Paulette dehors au soleil. Oh. C'est pas mal ça aussi. Je vais faire craquer On Bilal. acquiesce. Il va. Bilal, vous en parliez. Quelle est votre définition de l'audace? Ben voilà, l'audace, c'est moi à 11 ans et demi, je donne un exemple comme ça, qui appelle les majors américaines, Universal, Sony, genre BMG, all the big labels, et que je leur dis « Hi, my name is Bilal Hassani, I'm 11 or 12, je ne me souviens plus, and I want to become the biggest pop star on the planet, can I meet with ?» Et j'allais sur LinkedIn et je trouvais les noms des DA. Incroyable. C'est ma mère qui s'inscrit à la salle de sport en face du siège de Warner pour déposer des démos tous les jours à la fin de sa séance de sport. À Saint-Plon? C'est à Saint-Plon. Ouais, Ornano, Saint-Plon. C'est Saint-Plon, voilà. Donc il faut vraiment avoir de la volonté. Hein. Exactement. Quand on connaît l'endroit, la salle est super. On peut vraiment lui tirer le chapeau. Hein, parce qu'entre les toxicoports de Clignancourt et le table, voilà, c'était assez intense. Elle le faisait tous les jours, C'est beaucoup de choses comme ça, l'audace. C'est dire qu'on va faire quelque chose et tous les gens autour de nous font oh, t'es sûr? Oh là là, t'es sûr de vouloir faire ça? Et de le faire quand même. Boum. Morgane, s'il n'y avait pas eu Amour Solitaire, est-ce que tu aurais été autrice? Est-ce que tu aurais fait un autre métier? C'est quoi? T'aurais fait quoi? C'est quoi ton autre rêve? Quel est notre rêve? Oh, je pense que j'aurais écrit dans tous les cas et je serais peut-être devenue fleuriste.
Ah, Ouais, j'ai une belle passion pour les fleurs, mais je crois que j'aurais écrit dans tous les cas peut-être des petites cartes à glisser dans mes bouquets, qui sait. Bilal, pour terminer, est-ce que vous avez une phrase mantra, une phrase qui vous suit, que vous répétez Alors, c'est peut-être un petit peu bateau, c'est une phrase que un petit peu ma reine-mère RuPaul, qui est qui est the mother of drag, tu viens disait. d'ailleurs bientôt à Paris. C'est, oui, avec le Work the World, c'est ça, qui dit toujours « If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else ?» Si on ne s'aime pas nous d'abord, comment est-ce qu'on peut aimer les autres? Et je trouve ça très important, et je me suis rendu compte que la confiance en soi, que l'amour de soi, c'était un puits qu'il faut vraiment, vraiment bien entretenir et conserver, parce qu'on ne peut pas donner si on n'a pas déjà un petit peu. pour soi? Ah, parfait, on a terminé, on va reprendre le cours de l'interview. J'ai une question à vous, ce qui est difficile quand même, c'est comme tu l'as dit, hein, tu as construit le compte et à un moment donné, il a fallu aller en public, faire les interviews. Comment on passe du stade de l'écriture, du compte Instagram, à la conférence, à la rencontre avec le public? Comment on va à la rencontre de cette communauté et qu'on transforme cette passion qu'il y a autour du compte? Alors, je crois que la vraie question, c'est comment on incarne un compte. Parce qu'à la base, Amour solitaire, c'était totalement anonyme. À la base, je publiais que mes messages d'amour dessus, sans imaginer une seule seconde que des inconnus voudraient me confier les trésors de leur intimité pour qu'ils soient lisibles par des centaines de milliers de personnes. Donc, je publiais uniquement mes messages et bien sûr, j'étais sous couvert d'anonymat parce que c'était trop intime. Et donc, pendant longtemps, Amour solitaire a existé sans savoir qui était derrière. Et j'ai eu ce passage qui était assez charnière d'incarner le compte, de dire que c'était moi qui étais derrière le compte, de parler aussi en mon nom et plus seulement derrière les messages des autres. Et ça s'est fait au moment de la sortie de mon premier livre parce que j'ai fait de la promo, parce que j'ai fait des interviews, parce que je suis allée à la rencontre des communautés. Et je crois que c'est quelque chose qui me faisait peur, mais aujourd'hui, dont je suis très contente et je pourrais pas faire sans parce que je crois que c'est le cœur d'Amour solitaire en fait, que d'être proche des gens et de pouvoir parler avec ces gens et de pas être juste une incarnation très froide et très distante. Amour solitaire ne serait pas ce qu'est Amour solitaire s'il n'y avait pas ma sensibilité et tout ce qui me bouleverse et je crois que c'est important de l'incarner aujourd'hui et de pouvoir simplement en fait transmettre ce que j'ai envie de transmettre par mes mots, parce qu'il y a aussi ça qui est un enjeu aujourd'hui pour moi, c'est de plus seulement transmettre les mots des autres, mais de m'emparer des miens. On parle d'incarner, Bilal, il y a des jeunes, tu fais rêver des jeunes, tu es un modèle de réussite. Comment justement tu arrives à prendre ce poids quand même? Parce que tu as un modèle et il y a des gens qui veulent réussir et tu incarnes justement cette réussite et peut-être d'avoir assumé, c'est assez incroyable. Et tous les jours, comment tu vois? Tu veux continuer, tu veux t'ancrer dedans, il y a autre chose que tu veux mettre en place? C'est vrai qu'assez tôt dans ma forte exposition, je parle surtout du moment où il avait été annoncé que j'allais représenter la France à l'Eurovision. C'était assez difficile pour moi d'accepter le fait que je suis un être politique. Et j'avais vraiment cette envie d'attirer uniquement l'attention sur ma voix, ma chanson, ce que j'avais à présenter en tant qu'artiste. Après du coup, la finale de l'Eurovision, je recevais des messages de personnes qui venaient de vraiment partout en Europe et qui me remerciaient et qui remerciaient la performance qu'on avait faite sur scène parce que pour la première fois, ils avaient pu discuter de leur identité avec des membres de leur famille parce que voilà, c'était dans leur télé. Et c'est à ce moment-là que vraiment je me suis rendu compte de l'importance de la représentation. Et de la présence de personnes comme moi dans les médias traditionnels, sur les réseaux sociaux. Et voilà, quand je vois en 2018 que j'annonçais à ma bande de potes que j'allais commencer à mettre des perruques sur ma chaîne YouTube et qui m'avaient tous dit « Oh, Bilal, fais attention, personne fait ça en France, ça va être très mal reçu ». Aujourd'hui, je vois des centaines d'influenceurs qui sont des mecs avec des perruques et qui sont en train d'exploser. Je trouve ça génial. Je parle avec eux quotidiennement et qui me remercient. Et je leur dis, mais c'est pas du tout moi. Enfin, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais ça me fait du bien de constater que à ma petite échelle, j'arrive quand même un petit peu à faire avancer les choses peut-être dans le bon sens. Outre le constat, c'est quand même une volonté aussi. Vous Initialement,
Pas initialement, mais aujourd'hui. Maintenant alors, que vous avez pris conscience de tout bien ça. sûr, bien sûr. Maintenant que j'ai pris conscience de tout ça, je défends mon identité et j'ai vraiment, cette envie d'aider à travers déjà mes textes, à travers ce que je raconte dans mes chansons, à travers la manière dont je vais me présenter sur scène et voilà, j'essaye de aussi donner la parole le plus possible à des personnes à qui on ne la donne pas assez, quand c'est pour des interventions scéniques ou que c'est à la télévision, dans l'équipe, les personnes que j'embauche aussi. Voilà, oui, ça fait partie entière de ma vie. Et j'espère en tout cas qu'au bout d'un moment, ce sera même plus une nécessité, que ce sera juste, voilà. Oui, vous avez en commun de revendiquer la tolérance, l'amour par le biais de vos arts respectifs. Moi, je voulais revenir sur la notion d'engagement et de communauté. Tous les deux, vous avez des énormes communautés. Je voulais savoir qui ils sont. Est-ce que vous savez qui ils sont ? Est-ce qu'il y a une typologie et est-ce que c'est pas aussi une forme de tyrannie de vouloir faire plaisir à sa communauté puisqu'elle est très importante pour sa propre carrière? Est-ce qu'il faut s'en affranchir? Enfin, quel est le rapport avec sa propre communauté? Je vais commencer. Bien sûr, vas-y. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune tyrannie. Je pense que le fan, déjà, représente très bien la personne dont il est fan. Donc oui, si tu as un tyran, tu auras des fans tyrans. Moi, je communique avec eux depuis le tout début. J'ai toujours aimé garder cette notion de proximité. Voilà, la pop star, on a envie de l'avoir un peu icône et on a envie de l'avoir un peu lointaine et beaucoup de personnes disent bon ben voilà, je vais me cacher, être beaucoup plus mystérieux et ce sera beaucoup plus stylé. Et moi je leur dis on peut l'être, on peut être iconique, on peut rester une figure et être proche de ses fans. Moi je parle avec eux tous les jours, c'est pas difficile. C'est une relation que j'entretiens comme si j'avais une grande famille. Et pour ce qui est un petit peu de qui se retrouve dans ce que j'appelle les Habibis, il y a vraiment de tout. C'est ça qui est assez fou. Et je l'ai constaté surtout lors de ma tranche d'âge, tout milieu. Je m'en suis vraiment rendu compte sur Kingdom Tour, qui était ma toute première tournée, quand je voyais des femmes de 60, 65 ans qui venaient seules assister au concert et des très jeunes et voilà, il y a des personnes qui se reconnaissent dans mes textes parce qu'ils se retrouvent dans leur identité avec la mienne, mais il y en a aussi qui se réapproprient les paroles et qui se mettent un petit peu les mots et les accrochent à leurs histoires. Et voilà, je mentionne toujours Mireille, qui est une de mes plus grandes fans, qui est une femme âgée, voilà, qui vit un petit peu à contre-courant parce qu'elle se sent hyper jeune dans sa tête et qu'elle a envie de s'éclater, et qu'elle trouve qu'elle le mérite. Et c'est totalement normal. On vit dans un monde où il y a beaucoup de ageisme et qu'on laisse pas trop les gens faire ce qu'ils veulent selon leur tranche d'âge. Et voilà, c'est beaucoup retrouvé dans les textes de chansons. Elle vient au concert, elle danse et c'est ça qui fait plaisir. Moi, je pense que tous les marginaux, tous ceux qui sont un peu perdus, tous ceux qui se sentent un peu seuls, ils se retrouvent bien dans Bilal Hassani. Qui est votre communauté? Est-ce que... Alors, très largement féminin. Parce que malheureusement, on a beaucoup socialisé les garçons en leur disant que l'amour n'était pas une priorité et qu'au-delà de ça, leur intériorité n'était pas une priorité et qu'il fallait plutôt être dans l'action que dans le sentiment. Donc majoritairement féminin, même si de plus en plus j'ai une jante masculine qui vient lire Amour solitaire. Et concernant les âges, c'est vraiment de tout âge. Et ça, c'est merveilleux, mais parce que l'amour est universel et traverse les âges et les siècles sans prendre une ride. Et concernant le rapport à la communauté, ça porte tellement d'avoir autant de gens qui sont là et qui aiment le projet et qui aiment ce que je véhicule. Ça porte énormément, mais je crois qu'il y a un travail à faire de ne pas se stresser de satisfaire tout le monde pour rester dans une création spontanée. Autrement, ça met tout à coup beaucoup de stress et on dénature un peu ce qu'on a envie de faire. Donc je crois que, en tout cas, quand j'écris des nouveaux livres, j'essaie de ne pas penser à la réception. Autrement, ça me panique. J'essaie d'écrire le livre que moi, j'ai envie d'écrire et que moi, j'ai envie de lire. Et se pose après la question de la réception. Mais je crois que c'est important dans la création de garder ça et qu'il ne faut pas être dans une quête de satisfaire tout le monde, surtout quand les communautés sont si grandes. Autrement, c'est paralysant. Est-ce que tu ne penses pas que justement la communauté s'est élargie en passant de l'amour au secret ?
Est-ce que justement, il y a pas cette partie-là qui a permis aux gens d'aujourd'hui de se permettre de t'envoyer des secrets? Parce que tu as reçu combien de secrets sur le livre? Alors, sur le livre, donc en fait, j'ai fait une enquête sur le secret, c'est l'objet de mon dernier livre. Et en fait, comme j'avais commencé à faire un appel au message au tout début d'Amour solitaire, là, j'ai fait un appel au secret qui a été pris très très au sérieux parce que j'ai reçu des milliers et des milliers de secrets avec des charges émotionnelles très différentes les unes des autres. Et pour moi, c'était important ce passage parce que ça me permettait de ne plus seulement parler d'amour, mais d'intime. Et je crois que ça a touché aussi d'autres personnes, d'autres types de communautés. Et finalement, pour moi, l'amour était un prétexte pour parler d'intime. Donc, je suis contente aujourd'hui de pouvoir élargir, de pouvoir aller à la rencontre aussi de nouvelles personnes et de continuer le projet, quoi. Angelo a inventé une rubrique. Jingle, et il vous explique tout. Le mood de la fin. Donc, je vais vous poser chacun une question. C'est le mood du jour, c'est le mot de la fin. Qu'est-ce que vous diriez après ces 26 minutes passées très très rapidement ensemble? Donc, votre mood de la fin. On va pas commencer par toi, minute pour Bilal. Eh ben, ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui, qu'on puisse se poser, discuter tranquillement. C'est vrai qu'on est en pleine Fashion Week au moment où l'interview se fait et que c'est toujours le rush. Donc voilà, le mood là, c'est un petit peu la course. On court après les vannes, on change les tenues dans les voitures, on regarde le défilé, on essaie de s'imprégner, de s'inspirer. Voilà, beaucoup de choses qui vont très vite. Gros rush et d'un seul coup, l'apaisement. Et cette idée de communauté dont tu parlais tout à l'heure, qui est très important, je pense, dans l'identité, c'est important de puiser chez les autres. Et ben là, j'ai rencontré de très chouettes personnes. Angelo, on se connaît déjà, mais du coup, voilà, j'ai de la lecture à faire, je crois. Vous allez vous régaler. Morgane, ton mood de la fin? Il fait très beau et dans quelques jours, c'est le printemps. Donc, je dirais un mood ensoleillé. Et peut-être à destination de ceux qui nous regardent, qui vous suivent évidemment via le compte et via vos ouvrages, parce qu'il y a plein de choses, il y a des conférences aussi, il y a vraiment beaucoup de choses. Peut-être un mot aussi à leur adresser, Bien qui sûr. véhiculer l'amour. N'oubliez pas de dire je t'aime aux gens que vous aimez, c'est important, c'est nécessaire. Alors, je vais rappeler, avant le mot de la fin de Valérie, Bilal et Morgane, on les retrouve à Lollapalooza cette année. Voilà, on a la chance d'avoir Bilal sur scène et d'avoir Morgane aussi pendant le week-end. On a annoncé également un festival avec Bilal à Fontainebleau en septembre. Parce qu'il est important, comme Bilal a dit, qu'aujourd'hui on arrive à mettre des gens comme vous en lumière, qu'on les inclut dans des événements comme les nôtres, parce que c'est là où les gens sont, c'est là où on peut se parler, c'est là où on peut communiquer et partager le mieux. Donc merci à vous d'être venus aujourd'hui et on vous retrouve cet été. Avec grand plaisir et merci de nous inspirer comme vous l'êtes. Tous les deux, vous ressemblez puisque voilà, vous êtes des chevaliers de l'amour. C'est pas mal ça pour terminer. Merci beaucoup à vous tous. Merci Angelo. Eh ben, merci Valérie. C'est le Jedi de l'amour, c'est encore mieux. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Life is Smart.